Donc, on va y aller avec un exemple ici. On nous donne un circuit, donc ici un circuit à 3 branches, qui est pas mal le niveau auquel on va s'en tenir pour la majorité des exercices. On essaiera peut-être d'en faire un ou deux plus complexes, mais vous allez voir qu'à mesure qu'on rajoute des équations, évidemment, ça devient de plus en plus difficile. Hein. 2 équations, 2 inconnues, on est quand même à l'aise avec ça. 3 équations, 3 inconnues, ça commence à être un petit peu complexe, c'est facile de se mélanger. Plus que ça, 4 équations, 5 équations. Si on utilise les bons outils mathématiques pour le résoudre, ça se fait très bien. Mais autrement, ça peut être rapidement complexe. Donc, dans le cadre du cours, on va généralement se limiter à 3 équations, 3 inconnues. Ici, on nous mentionne toutes les résistances. Donc, je connais la valeur de R1, de R2, de R3. R1 et R3 valent 30 ohms. R2 vaut 50 ohms. Donc, on peut se l'indiquer tout de suite sur notre schéma. Donc, 30 ohms ici. 30 ohms ici. Et 50 ohms au milieu. D'accord. Ensuite, on nous donne les deux valeurs d'électromotance. Donc, 1,6 volts à gauche et 6,3 volts à droite. La première chose que je vais vouloir faire, et là, ce ne sera peut-être pas si évident pour cette fois-ci, mais vous allez voir que là, vous allez développer un œil et on va vouloir avoir autant que possible toujours nos schémas sous le même format. Donc, on va le redessiner d'une façon avec laquelle on va être un petit peu plus habitué de voir nos circuits, entre autres avec des angles droits partout et tous nos éléments sur les mêmes branches qui sont clairement indiqués. Donc, ici, je mettrais... souvent, personnellement, je pars des sources, mais vous pouvez évidemment partir de n'importe où sur le circuit. Donc, je m'indique ma source. Si je pars de la borne positive de ma source, je vais me rendre tout d'abord à une première résistance R1. Donc ici, j'ai mon R1. Ensuite, si je continue, je vais atteindre un nœud qui s'en va vers mes autres branches. Donc, je vais partir ici, atteindre un nœud. Je vais représenter ça ici comme étant mon nœud ici. Je peux l'appeler, tiens, le point A, juste pour référence. Ensuite, ça s'en va dans ma résistance 2. Donc, dans le milieu, j'ai ma résistance R2. Et je m'en vais également dans une autre branche qui va être ma résistance R3. J'ai ma résistance R3. Ma résistance R2, ma borne, hein, il y a un trait qui s'en vient directement à ma borne 1, à ma borne négative de ma source 1. Donc, je peux ramener ça ici directement. Et j'ai également un nœud qui s'en va à la borne négative de ma source 2. Donc, si je m'en viens par ici, je vais pouvoir me rendre également à ma source 2. Donc, on peut redessiner ça ici. Je vais avoir ma source ici. Et là, vous pouvez vérifier que les deux dessins ici sont complètement équivalents. Simplement, on va être plus habitué de voir nos éléments dans ce format-là. On va être très habitué de travailler avec ce type de schéma-là. Donc, ça peut être d'une grande aide de bien venir le redessiner dans ce format-là. Donc, avec des traits parallèles, je ne mets rien sur mes côtés pour vraiment mettre en évidence ce qui est branche 1, branche 2, branche 3. Les trois branches sont parallèles l'une avec l'autre. Une fois que j'ai fait ça, je vais indiquer quel est le sens du courant que je pense que je vais avoir. Je vous l'ai dit, si jamais vous vous trompez, ce n'est pas grave. Les équations vont simplement vous donner des valeurs négatives. Ici, j'ai ma borne négative, borne positive, borne négative, borne positive. Je vais considérer, tiens, que mon courant arrive comme ça de ma source 1 et 2. Donc, je vais les appeler courant 1, courant 3, parce que c'est mon courant dans la branche 1 et mon courant dans la branche 3, avec mon résisteur 3. C'est comme ça que j'ai tendance à les appeler. Tant que c'est clair sur votre schéma, il n'y aura pas de problème autre. Ici, ça s'en va dans ma branche 2. Et si ça arrive, ben, je vais en avoir au moins un qui sort. Mais encore une fois, j'aurais pu les choisir n'importe comment et mon système d'équations fonctionnerait quand même. L'important, c'est qu'une fois que je les ai choisis, je ne change plus.
Ensuite, je vais vouloir indiquer quelles vont être les mailles que je vais utiliser. Je veux m'assurer que mes mailles parcourent toutes mes branches. Donc ici, je vais me faire une maille qui parcourt... Ah tiens, allons-y en sens contraire, juste pour avoir un exemple un peu plus complexe. Couvrir différents cas. Je vais avoir une branche, une maille ici. On va l'appeler M2, que je vais parcourir en sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ici, je vais la parcourir en sens contraire du courant. Ce serait peut-être pas ce que vous voudriez faire normalement, mais on va voir comment est-ce qu'on traite si jamais ça nous arrive. Et ma maille ici, on va l'appeler la maille 1. Et elle, on va la parcourir dans le sens habituel. Donc, à partir de ma borne négative vers ma borne positive. Normalement, je la placerai comme ça, mais on va voir comment est-ce qu'on fait si jamais on a quelque chose d'un petit peu plus étrange. Donc, une fois que j'ai fait ça, là, je peux commencer la résolution du problème en bonne et due forme. Je vais y aller avec mon système d'équations pour notre équation des nœuds. On pose la loi des nœuds. Donc là, je le fais en haut ici. Je veux que mes courants entrants soient égaux à mes courants sortants. Donc I1 plus I3 va être égal à I2. I1 plus I3 va être égal à I2. On veut toujours avoir une équation de moins que le nombre de nœuds. Ici, j'avais 2 nœuds. Le deuxième nœud va être redondant par rapport au premier. Vous allez voir, j'ai I1, I2, I3. J'ai I1 plus I3 égale I2. J'aurais, si je regardais à l'autre nœud, mon courant dans cette branche-ci qui sort, mon courant dans cette branche-ci qui sort, et mon courant dans cette branche-ci qui entre dans le nœud. Donc, j'aurais à la place I2 égale I1 plus I3, ce qui revient exactement au même. Donc, on va s'en tenir à cette équation-là. Comme je vais avoir besoin d'y faire référence plus tard, je vais l'appeler I. Et ensuite, on va regarder la loi des mailles et on va indiquer sur quelle maille on l'a fait. Je vais commencer par M1, qui est ma maille de droite ici. Je parcours ma maille dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Très personnellement, j'ai tendance à commencer juste avant la source. Donc, je vais partir d'ici. Je traverse ma source de ma borne négative à ma borne positive. Donc, je vais ajouter mon électromotance. Ici, c'était mon électromotance 2. Ensuite, je traverse mon résisteur. Je traverse mon résisteur dans la direction du courant. Donc, je vais avoir une diminution de potentiel. Et donc, je vais avoir moins R3 I3. Donc, le résisteur qu'il y a ici avec le courant qu'il traverse, il se trouve que je les ai nommés de façon cohérente, donc c'est R3 I3. Ensuite, je continue. J'arrive au nœud, il ne se passe rien pour ma loi des mailles lorsque j'arrive au nœud. Je redescends. Je traverse encore dans le sens du courant, donc je vais encore avoir R2 I2. Cette fois-ci, mon courant, c'est I2. Ma résistance, ici, ça va être R2. Donc, la différence de potentiel au bord de ça, c'est R2 I2. Moins R2 I2. Et tout ça, une fois que j'ai fait ça, j'ai passé mon dernier élément de circuit, mon potentiel dans toute cette branche-là va être le même et j'arrive à la fin de ma boucle, donc ça me donne 0. Ça ici, ça va être mon équation 2. Je pourrais mettre les variables tout de suite dedans. Donc E2, on nous disait que c'était 6.3 volts, si je me rappelle bien. Donc j'aurais 6.3 moins ma résistance 3, c'était 30 ohms. Je vais laisser de côté les unités pour ce problème-là. Je m'assure d'avoir toutes mes unités SI et je vais mettre mon unité à la fin, mais pour mon système d'équation, je ne vais pas vouloir alourdir. Donc 30 fois I3 moins mon résisteur 2, c'était 50. 50 fois I2 égale 0. Donc ça va être mon système d'équation 2 avec les valeurs numériques dedans. Ensuite, on va faire la même chose pour la maille 1. Et pour la maille 1. Pardon, pour ma maille 2, donc la maille de gauche.
Donc ici, je vais partir juste avant ma source. Et si je parcours ma maille dans cette direction-là, qu'est-ce qui va arriver? Je vais partir d'ici. Je traverse ma source de la borne positive à la borne négative. Donc, je m'en vais en sens contraire. Je vais avoir moins mon électromotance ici. Donc, j'ai moins E1. Ensuite, donc là, j'ai fait mon premier saut. J'arrive à mon résisteur. Je suis en train de parcourir mon résisteur en sens contraire du courant. On voit ici mon courant descend dans ma maille, dans ma branche, pardon, et je monte à travers le résisteur. Donc, je suis comme en train d'aller à contre-courant. Je vais avoir plus la différence de potentiel. Donc, plus R2, I2, ici, ma résistance avec le courant qui le traverse. Ensuite, je continue sur mes pas. Je suis encore à contre-courant. Mon courant s'en va vers le nœud. Et j'arrive à ma résistance 1. Donc, je vais encore une fois avoir plus R1, I1. Parce que je vais en sens contraire du courant. Plus R1, I1. Tout ça égale à 0. Maintenant, je peux mettre les vrais chiffres. J'avais moins 1,6 volts plus résistance 2, c'était 50 ohms fois I2 plus mon résisteur 1, 30 ohms fois I1. Tout ça égale à 0. Donc maintenant, je prends un petit pas de recul. J'ai quoi comme inconnu? J'ai I1, I2, I3 et j'ai ici 1, 2, 3 inconnus. 3 équations. Donc, j'ai 3 équations, 3 inconnues. Je devrais être en mesure de résoudre, à moins que j'ai écrit des choses ici qui soient redondantes. Ça peut arriver. Mais ici, je m'assure, j'ai bel et bien un seul nœud que j'ai utilisé. Mon autre nœud était redondant. Et j'ai bien parcouru toutes les branches. Donc, il n'y a pas une branche ici, par exemple, que j'aurais laissé de côté. Tout devrait être correct à ce niveau-là. Donc, maintenant, je vais vouloir combiner ces équations-là. Mais avant même de faire ça, je vais vouloir faire un petit peu de ménage. Et ce que je veux dire par là, c'est que je vais venir aligner à la verticale chacune des variables pour m'assurer de ne pas les mélanger. Pour certains d'entre vous, si vous avez fait le cours d'algèbre linéaire, ça va peut-être sonner des cloches. Donc, on va commencer par la première équation. J'ai I1, I2, I3. Je vais vouloir les mettre dans cet ordre-là. Donc, je vais avoir... Je vais me l'indiquer ici. On ajuste... On met nos équations en forme, tiens. Donc ici, mon équation 1 va être égale 0. Donc, je vais vouloir toujours avoir mes I1, I2, I3 et mes constantes de l'autre côté. Donc, sur ma prochaine équation, ça voudrait dire, là, je vais rejouer un petit peu rapidement avec ça, là. Je voudrais avoir ma constante d'un côté, toutes mes variables de l'autre. Donc, je vais renvoyer R2, I2 puis R3, I3 de l'autre côté. Je vais donc avoir égal à l'électromotance 2. Et je vais vouloir mettre mon autre équation également dans le même format. Donc là, j'ai déjà R2, I2, R1, I1. Je vais les mettre dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Donc, je vais mettre R1, I1 plus R2, I2. Je n'ai pas de I3, j'ai aucune variable ici. Égal à, et je renvoie mon E1 de l'autre côté, 1.6 volts. Excusez-moi, on l'avait mis ici en variable, donc E1 simplement. OK. Donc là, j'ai mon équation 1, mon équation 2 et mon équation 3. Ce que j'ai ici, c'est mon système d'équations complet. Et c'est là que je vous dis, si jamais vous avez fait le cours d'algèbre linéaire, ça devient peut-être évident. En ce moment, ce que j'ai, c'est des variables. Bon, je ne les ai pas appelées x, y, z ou x1, x2, x3, mais j'ai quand même une variable i1, une variable i2, une variable i3. i2, i3, i1, I2. Donc, si jamais vous êtes familier avec les matrices, vous pourriez résoudre ce système-là à l'aide d'une matrice. Maintenant, je vais y aller avec les chiffres.
voilà, donc ici, je vais les traiter comme un système. Je vais les garder groupés. J'ai mon I1. Donc, une fois que je suis rendu ici, là, je vais considérer que c'est mes équations mises en forme. Je vais juste les appeler à la place. I, I, 1, 2, 3. Donc, ensuite, ça va être d'isoler et de substituer ici successivement jusqu'à ce que je trouve ma réponse. Donc, personnellement, je vais commencer par la première équation. Je vais isoler I1 dans la première et substituer dans toutes les autres équations. Donc ici, évidemment, mon équation 2 est inchangée. Mais s'il y avait eu des variables I1 à l'intérieur, ben en ayant isolé dans la première équation et en substituant dedans, je devrais éliminer la variable 1. Il me resterait uniquement quelque chose en fonction de I2 et I3. Je fais la même chose dans mon équation 3. Là, je vais trouver 30 fois I2 moins I1, excusez-moi, I2 moins I3, plus 50 fois I2 égale à 1,6 volts. Excusez-moi, ici, on avait dit qu'on laissait ça de côté. Je ne vais pas mettre le volt ici et je ne vais pas le mettre ici. Donc, égale 1,6. J'ai maintenant mon équation 2, appelons ça, disons, l'équation 3, astérisque 3'. Mon équation 2 et mon équation 3' ont uniquement I2 et I3 comme variables. Il me reste simplement maintenant à isoler et substituer dans ces équations-là. Donc ici, j'ai fait une partie du travail en amont. Donc on va juste avoir nos équations qu'on va avoir isolées maintenant. Donc il nous reste l'équation 1 et l'équation 2, mais reformulées. Donc si je reviens à ça ici, je vais avoir donc un nouveau système d'équations avec mon système d'équation 2, mon système d'équation 3 et mon système d'équation 1 que si vous voulez, j'ai déjà utilisé. J'ai utilisé mon équation, ma variable 1 que j'ai isolée et je l'ai substitué dans toutes les autres variables. Ce qui fait que maintenant, j'ai un nouveau système, si vous voulez, à deux équations, deux inconnues, que je peux facilement résoudre. Donc, on va isoler dans I1, on va isoler I2 dans la deuxième équation ici. Donc, on va pouvoir avoir ça ici. Encore une fois, je l'ai préparé un petit peu d'avance. Donc, mon 50 fois I2 égale 6,3 moins 30 fois I3. On isole I2 là-dedans. Donc, on divise par 50 de chaque côté. Donc là, j'ai mon I2 isolé et je peux le remplacer dans mon I3, dans ma troisième équation ici. Et donc, je vais trouver 80 fois 6,3 sur 50. Donc, tiens, on substitue. Je peux faire un petit peu le ménage là-dedans. Donc, je vais renvoyer toutes mes variables du même côté, tout le tralala. Et une fois que je vais venir isoler tout ça, je vais trouver I3 égale 0,109 ampères. 0,109 ampères. Ensuite, je vais remonter ces équations-là. Maintenant que j'ai ma réponse à I3, que je connais mon courant I3, ben, je peux facilement venir substituer ça dans mon équation 2 isolée. Donc, mon équation 2 isolée, ici, je peux venir mettre I3 là-dedans. Donc, tiens, appelons ça
Appelons ça notre équation 4, disons, juste pour pouvoir y faire référence. Donc, comme ça, je peux clairement dire, on substitue dans I4, on substitue I3 dans l'équation 4. Lorsque je fais ça, je trouve une valeur pour I2. Je l'avais déjà calculé avant. Donc, je vais simplement aller rechercher ma réponse ici. Ça me donnait 0,606. 0,0606, pardon. Ampères. Et finalement, la même chose. Cette fois-ci, je peux substituer, par exemple, dans mon équation 1. Lorsque je vais substituer dans mon équation 1, je vais trouver un courant I3 qui va être négatif, qui va être moins 0,04. Moins 0,048 ampères. Et là, on tombe sur une valeur de courant négative. Est-ce que ça veut dire que notre système n'a pas fonctionné? Évidemment non. En fait, on en avait parlé déjà. Les équations de mes lois de Kirchhoff vont toujours me donner les bonnes valeurs, peu importe comment est-ce que j'ai posé mes courants au départ. Ici, ce que ça me dit lorsque j'ai une valeur négative, c'est que le courant est en fait en sens contraire de ce que j'ai posé lorsque j'ai établi mes équations. Donc, j'ai tout fait de façon cohérente avec ça, mais lorsque j'ai établi mon courant, si je reviens ici, là, on va réafficher la diapo précédente. Lorsque j'ai établi mes courants, moi j'ai dit I3, I2 et I1 s'en vont. En fait, I1 et I2 et I3 s'en vont vers le nœud A et I2 sort du nœud. Et il se trouve que mon électromotance de ma pile à droite était beaucoup plus grande que mon électromotance de la pile à gauche. Donc, lorsque je considère le fait que j'ai une grande résistance au centre, il y a une partie du courant de ma source à droite qui s'en va dans la branche centrale, mais il y en a une partie qui est assez forte. J'ai une assez grosse électromotance pour en fait forcer le courant à entrer dans ma pile, dans ma source 1. Donc un exemple typique de ça, c'est si par exemple vous rechargez des piles, bien évidemment ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de faire entrer des charges, alors que normalement dans votre pile, les charges sortent de cet endroit-là. Donc ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de mettre comme ça une électromotance plus forte de façon à faire entrer du courant à l'intérieur de votre pile. Donc, on n'a pas à être surpris de cette réponse-là. Ça veut simplement dire que notre courant, en fait, serait en sens contraire. Lorsque je vais formuler ma réponse, maintenant, il me resterait simplement à le formuler sous forme d'une phrase. Je dirais, par exemple, comme on voit au schéma un tel, le courant va aller dans telle direction et va avoir telle valeur. Donc, je vous laisse maintenant en essayer quelques-uns. C'est le genre d'exercice qui prend de la pratique. Ça prend de l'expérience pour être en mesure de résoudre facilement ces problèmes-là. Il n'y aura pas de trucs magiques. Il va vraiment falloir les essayer, s'habituer, se faire la main. Mais c'est un outil super puissant parce que, évidemment, là, on le fait pour 2 équations, 3 équations, 3 inconnus. En théorie, on pourrait le faire avec 4 équations, 5 équations, 6 équations. La clé, c'est de rester organisé dans la façon dont vous gérez votre système d'équations. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve mardi prochain. Au revoir.